Et notre invité, c'est Gérard Larcher, président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher, merci d'être ce matin sur LCI. Si vous êtes d'ailleurs ici, c'est que vous n'avez pas rencontré Jean Castex ces dernières heures. La semaine dernière, aux questions au gouvernement. Il est positif au Covid, donc il est à l'isolement, Premier ministre. Il incarne finalement cette 5e vague dont Gabriel Attal disait qu'elle démarrait à une vitesse fulgurante. Certains dans l'opposition estiment que le gouvernement dramatise. Il reproche au gouvernement de jouer sur la peur. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Non. C'est une réalité. L'épidémie redémarre. Elle redémarre de manière sans doute plus contenue que dans un certain nombre de nos voisins d'Europe du Nord. Mais nous avons en même temps l'inquiétude de la situation de l'hôpital s'il devait être en tension à la fin de l'année. Et je suis de ceux qui pensent que la décision d'être particulièrement vigilant sur l'injection de rappel, dite 3e dose, doit être le plus rapidement possible, de manière ordonnée, comme le recommande le Conseil scientifique, étendu à l'ensemble des adultes, parce que le vaccin, c'est quand même ce qui protège de formes graves. Là, je dois dire, les statistiques cliniques sont assez claires. Donc la généralisation de la 3e dose pour toute la population. Demain, par exemple, il y a un conseil de défense sanitaire. On n'avait pas eu la semaine dernière. Ça prouve quand même la mobilisation du gouvernement sur le sujet. Vous estimez qu'il faudrait que le gouvernement aille très vite sur ce terrain-là? Je pense qu'en tous les cas, il faut réagir. Il faut réagir et que cette réaction, elle est nécessaire, elle peut être partagée, elle peut être portée. Il y a des moments où la priorité, c'est quand même la santé de nos compatriotes et la protection du système hospitalier et médical qui est très éprouvé après avoir été exceptionnel pendant 20 mois. Qui sera l'arbitre, sans doute, dans la gestion de cette crise sanitaire, la situation à l'hôpital. Et juste un mot, par exemple, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé que dès maintenant, il ouvrait à tous la 3e dose. Vous encouragez les maires à le faire? Je pense qu'il faut, en cette matière, être un peu ordonné, se coordonner. J'ai trop longtemps déploré qu'il n'y ait pas de lien entre là-haut et le terrain. Je crois qu'il faut se coordonner aujourd'hui et non pas partir dans une initiative individuelle, mais de manière coordonnée. C'est le dialogue d'ailleurs indispensable avec les préfets, les agences régionales de santé et les élus. Ne pas aller trop vite non plus. Situation en Guadeloupe. Gérard Larcher, le Premier ministre a passé un message de fermeté hier. Il a exclu en particulier le retrait de l'obligation vaccinale. Il a raison. Ou faudrait-il repousser à nouveau l'instauration de ce pass sanitaire pour calmer la colère? Écoutez, d'abord, je fais un constat, c'est que le niveau de vaccination en Martinique comme en Guadeloupe est malheureusement très insuffisant, qu'on a une question de pédagogie, qu'on a un problème de fond, de confiance dans la parole publique. Il faut rétablir l'ordre, c'est indispensable, parce qu'on ne peut pas laisser la situation perdurer ainsi, les pilleurs prendre la place de ceux qui revendiquent. Mais la 3e des choses, c'est qu'il va falloir se pencher sur ce que la crise a révélé et ce qui existait avant la crise. La crise a révélé la faiblesse du système sanitaire. Et la mission d'information du Sénat, qui continue, est en train de le souligner. Le niveau de pauvreté à la Guadeloupe, à la Martinique, qui est un véritable problème, et je pense notamment aux jeunes. Et puis des questions récurrentes, comme la question de l'eau en Guadeloupe. Donc, s'attaquer aux questions de fond, le préalable, ça ne peut être que l'ordre rétabli et la nécessité. Il y a eu une mission en Martinique. Je note simplement que les soignants dans les CHU, dans le CHU de Guadeloupe, sont vaccinés à près de 90%. Il faut donc faire cet effort, mais il faut retrouver confiance entre les citoyens et l'État. Et vous savez qu'en Martinique, en Guadeloupe, il y a ce fameux dossier du chlordécone, qui est un pesticide utilisé. Et qui a beaucoup alimenté la défiance à l'égard de Paris. Qui a alimenté vis-à-vis de l'État la défiance. Absolument. Mais vous seriez au manège, Gérard Larcher. Vous feriez exactement ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire envoyer le GIGN, renforcer, mettre, comme l'a dit Jean Castex, la priorité c'est l'ordre, et puis ensuite Vous savez, la semaine dernière, j'ai rencontré... Vous feriez la même chose? J'ai rencontré beaucoup d'élus de la Guadeloupe et de la Martinique. Ouais. Je les ai rencontrés au Congrès des maires, je les ai rencontrés au Sénat. Ce que je note, c'est, comme ailleurs, verticalité des décisions, absence de dialogue entre les élus et
notamment les agences régionales de santé. On est là sur le vrai sujet d'une manière de gouverner, sur lequel il faut être particulièrement attentif, notamment dans nos outre-mer. Ils ont été à la hauteur, les élus locaux, ceux que vous avez rencontrés, d'autres. Je dis ça parce que Emmanuel Macron a dit hier qu'il fallait absolument faire attention à ne pas céder aux mensonges et à la manipulation. Il y a des fake news comme partout, mais il n'y avait pas un petit message aux élus locaux qui écoutez, moi je vais vous citer l'exemple d'une élue de la Martinique particulièrement courageuse. Elle appartient au groupe socialiste, elle s'appelle Catherine Conconne. Elle a été extrêmement courageuse depuis il y a toujours maintenant. Il y a toujours des gens courageux et des gens... Je parle de cette sénatrice. Et donc... il y a pu avoir des élus qui soient dans le doute, dans l'interrogation. D'ailleurs, les élus, quelque part, ils sont aussi le reflet des doutes de la population. Mais ils ont une responsabilité. Je les ai sentis engagés, je les ai vus engagés au Sénat, et je pense aussi à un sénateur de Guyane, vice-président du Sénat, dans un territoire particulièrement difficile face au doute vaccinal, très courageux. Lorsqu'on est le gouvernement de la France et qu'on tient la République, on va sur place, on ne se planque pas à Paris. C'est ce que le numéro 3 de LR, Aurélien Pradier, a dit hier soir sur LCP. Je pense que la place du ministre... À propos de Sébastien Lecornu. Je pense que la place du ministre des Outre-mer va être d'aller sur place le plus rapidement possible, parce que ça fait partie des conditions nécessaires pour renouer le dialogue et renouer la confiance. Il doit y aller. Vous dites à Sébastien Lecornu. Je pense qu'il doit y aller parce qu'il est celui qui représente l'exécutif dans les Outre-mer. Bon, il n'a pas trop tardé. Vous n'êtes pas exactement sur la ligne d'Aurélien Pradier. Écoutez, je sais qu'il avait prévu une réunion de type électoral dans mon département ce soir. Je crois qu'il l'a déplacé, c'est plutôt sage. Il y a des ordres de priorité. Vous prenez acte. Gérard Larcher. Il y a des ordres de priorité. On revient au Sénat. Le Sénat qui a menacé de ne pas voter la première partie du budget. Ça va se jouer aujourd'hui, Gérard Larcher. Vous allez passer à l'acte ? Écoutez, la réalité de ce budget qui va nous être présenté, qui est en débat depuis la semaine dernière, qui a fait l'objet de l'examen de 600 amendements, c'est quoi ? La première partie, c'est le vote des recettes. Recettes, 300 milliards pour le budget de l'État. Dépenses, 455 milliards. L'article d'équilibre, 155 milliards de déficit budgétaire. Alors, nous sommes sur un budget de campagne électorale, nous sommes sur un budget, je dois le dire, qui est inquiétant pour l'avenir, parce que nous sommes dans une situation où nous allons devoir emprunter 260 milliards d'euros pour passer l'année 2022. Donc il y a un problème de responsabilité, me semble-t-il, dans ce budget. Je pense qu'au Sénat, nous ne voterons pas un budget dans un tel déséquilibre. Vous ne le voterez pas. Vous annoncez ce matin que vous ne le voterez pas. Donc, ce sont les sénateurs. Oui, mais vous dites on ne votera pas. De facto, Gérard Larcher, sauf erreur, l'examen du texte s'arrête. Ça veut dire que vous n'examinerez pas la deuxième partie du budget. Il y a une première partie recettes, une deuxième partie dépenses. Nous n'examinerons pas les dépenses, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé dessus. Les rapporteurs publieront leur rapport et nous aurons un ensemble de débats de contrôle budgétaire pendant la période où nous aurions dû examiner. Mais il a semblé à une assez large majorité, dans la diversité d'ailleurs du Sénat, que voter 300 milliards de recettes pour 455 milliards de dépenses, ça n'était pas responsable. Alors, sauf erreur, vous me parlez du déficit. Il était plus important en 2020, il était plus important en 2021, 9,1% en 2020. Aujourd'hui, dans le budget 2022, il est de 4,8%. Le déficit baisse, Gérard Larcher. Le déficit baisse, mais nous ne sommes pas dans la même situation. Je voudrais le rappeler. 2020, nous avions accepté une situation exceptionnelle liée au pic de la pandémie, au chômage partiel, à la nécessité de soutenir la trésorerie des entreprises. Là, ce que je vois, chère Elisabeth Martichoux, c'est qu'on ne réduit pas du tout les dépenses publiques. Et que depuis l'été, au travers de 42 mesures, on a alourdi de 25 milliards les dépenses et que nous avons même eu un amendement pour le plan France 2030 de 34 milliards d'euros, sans étude d'impact préalable, sans discussion en commission. Je pense
qu'à un moment, il faut être sérieux. Alors, c'est intéressant. Vous dites le budget est irresponsable. Dites-moi, Gérard Larcher, quelles dépenses vous n'auriez pas faites dans ce budget? Qu'est-ce que vous enlevez comme dépenses? Écoutez, toutes les dépenses catégorielles qui ont été introduites, il y en a pour tout le monde, pour les pêcheurs, pour les harkis, pour un ensemble d'activités. Vous ne les faites pas. Vous ne leur faites pas. Il faut réduire une partie de la dépense publique. Nous sommes à près de 56% du produit intérieur brut, quand les autres pays, sortant de la crise, font 10 points de moins par rapport au PIB. Vous croyez qu'on pourra continuer éternellement comme ça? C'est là où je parle de responsabilité. Gabriel Attal, dimanche. La droite avait fait pire en 2008, elle n'avait pas cramé la caisse, elle avait fait sauter la banque. Le déficit, j'ai regardé quand même, effectivement en 2009 était de 8,5% par rapport au PIB, c'était plus important qu'aujourd'hui. Non, il faut comparer ce qui est comparable. 2009 à l'an dernier. Donc les déficits, mais nous sommes revenus à des déficits beaucoup plus maîtrisés très rapidement. Et donc, cette phrase ne vaut que pour une année et ne vaut bien pas sûr. une doctrine. Mais on a un vrai sujet. Attendez, Éric Woerth, il est chez vous, Éric Woerth. Oui. Il est LR. Emmanuel Macron ne dépense pas forcément plus que d'autres présidents en période électorale et en plus, il y a eu le Covid à gérer. Il y a débat chez vous sur cette question. Il y a débat. Moi, ce que je constate, c'est qu'entre 2007 et 2009, Édouard Philippe, Premier ministre, nous sommes avant le Covid. Nous avions un président de la République qui avait annoncé maîtriser la dépense publique. On fait plus 80 milliards de dépenses publiques entre 2017 et 2019. Voilà. Excusez-moi. 2017, 2019. Plus 80 milliards. En fait, nous sommes aujourd'hui hors de maîtrise, hors de contrôle de la dépense publique. Et donc, vous ne votez pas le budget. Il va repartir à l'Assemblée, il va revenir, il va repartir. Ça sert à quoi? C'est un coup? C'est un coup politique? Non, ce n'est pas un coup politique, c'est simplement attirer l'attention de nos compatriotes sur la situation financière et budgétaire du pays. Je ne suis pas sûr que, dans la tête des gens, dans l'immédiateté, cette situation-là, mais nous tirons des chèques sur l'avenir, nous tirons des chèques sur les générations futures, et à un moment ou un autre, il faudra bien rembourser nos dettes. Quand vous empruntez 260 milliards pour l'année 2022, eh bien, un jour, il y aura le rendez-vous du remboursement de cette dette. Vous êtes un peu fâché avec Bruno Le Maire au Sénat, le ministre de l'économie. Non, mais nous souhaiterions qu'il dialogue un peu plus avec le Sénat, qu'il participe plus aux questions au gouvernement. Je note que lui, le Premier ministre, ne manque jamais les questions au gouvernement, qu'il répond sur les sujets. Bruno Le Maire se fait plus évanescent. Vous dites le Sénat remet la lumière sur une irresponsabilité du gouvernement sur le budget. Parce que les candidats LR n'en parlent pas assez dans les débats. Ils parlent plus d'immigration que d'économie. Pardonnez-moi, c'est peut-être l'échange aussi avec vos confrères et vos consoeurs. Moi, je pense qu'il faut qu'ils parlent, et ça va être le rôle du prochain débat, me semble-t-il. Il faut qu'ils parlent de leur vision de la France, de sa place en Europe et dans le monde. Il y a des grands sujets qui n'ont pas encore été abordés dans le débat, ou qui n'ont été qu'effleurés. Je pense à la question éducative, qui est un sujet majeur. Quand on voit nos classements internationaux, quand on voit les difficultés d'un certain nombre de jeunes, quand on sait qu'on a aujourd'hui 1 500 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, qui n'ont aucun diplôme, voilà des sujets. La question climatique, c'est pas Glasgow qui a suffi à la traiter. Tous ces sujets-là, ils méritent d'être abordés devant les Français. Donc vous attendez que pour les 10 jours de campagne qui restent, on aborde ces sujets-là et qu'on ne reste pas sur l'immigration, parce que c'est vrai que ça prête à la critique. Alors vous me direz une critique de Gérald Darmanin. Les Républicains ne sont plus un parti de gouvernement et l'immigration relève aujourd'hui de l'obsessionnel chez eux. Avec quelle partie de la phrase vous êtes d'accord? Je suis en désaccord sur les deux parties de la phrase. C'est pas obsessionnel, c'est une réalité. Il n'y a pas un sentiment d'insécurité. Quand vous êtes aujourd'hui à chaque jour 100 policiers agressés, quand vous avez près de 260 000 l'année dernière atteintes, c'est l'année d'avant, corporelles, de violences corporelles sur l'immigration, la réalité c'est que depuis 10 ans, nous avons plus en immigration régulière et légale, plus 40%, que l'asile a explosé, 70%, et que la question migratoire, elle l'est posée. Mais il faut donc la traiter. Et la question migratoire, c'est la même chose? Mais je viens d'y répondre. Oui, les chiffres, pour vous, il faut la traiter. Oui. Et le bilan
de ce gouvernement est assez médiocre sur ces deux sujets. En fait, par ces mots, il tente de masquer l'absence de bilan. C'est ce que fait aussi Marlène Schiappa quand elle dit que le débat LR de dimanche était 50 nuances d'Éric Zemmour. Oui, elle tente de masquer l'absence de bilan. Bilan négatif sur la sécurité, bilan négatif sur l'immigration, des sujets que perçoivent nos concitoyens avec beaucoup d'acuité. Mais il y a d'autres sujets aussi qu'il faut traiter. Mais vous dites que c'est une réalité, mais quand même, est-ce que la droite n'a pas durci ses propositions sur l'immigration, franchement, sous l'effet d'Éric Zemmour ? Ce n'est pas l'effet d'Éric Zemmour. Je pense que Éric Zemmour, je l'ai déjà dit, a parfois révélé ce que nous n'avons pas fait les uns et les autres pendant cette période. Et face aux réalités de la question migratoire, hier, j'évoquais avec un directeur départemental de la sécurité publique la question des mineurs étrangers et de leurs conséquences. Ces sujets-là, on ne les a pas traités. Il faut qu'on les traite. Ouais. C'est tout simple, c'est la réalité, y compris pour des raisons d'humanité. Quand vous avez les chiffres de ce qui se passe dans la Manche, du nombre d'hommes et de femmes qui se noient nuit après nuit pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni, il y a aussi une dimension d'humanité à avoir une politique migratoire qui repose sur un débat parlementaire avec des quotas, sur une maîtrise de l'immigration familiale, sur une application... Une réduction, comme le... En tous les cas, une limitation de l'immigration familiale, de revoir les critères, et de la réalité aujourd'hui aussi de l'accueil des étudiants, qui parfois sont une forme de détournement, comme du détournement des droits d'asile. Je ne crois pas du tout à ceux qui vous disent qu'il n'y aura plus d'immigration demain. Elle est une réalité dans un monde mobile, mais pas d'une immigration où on regarde sans plus réagir des hommes et des femmes se noyer dans la Manche nuit après nuit. Rapidement, le moratoire, donc pour vous, ça n'a pas de sens. Écoutez, on ne va pas revenir sur le débat. Chacun a fait ses propositions. Il faut être clair. Il y a des différences entre nos candidats. Ce que je sais, c'est qu'on a un socle solide sur lequel il faut que ces questions soient traitées, comme d'autres questions doivent être traitées. Je pense notamment à la question de la santé. C'était le début de notre échange. Nous avons un hôpital qui traverse de grandes crises. Nous avons la désertification médicale dans beaucoup de départements, et ces réalités-là, il va falloir les traiter. Je note en tout cas que vous espérez que les candidats élargissent les débats d'autres sujets, parce que ne parler que d'immigration, ça ne permet pas de rassembler tous les Français. Un président de la République... Et après commence une autre campagne. C'est ça, c'est ça votre message. Écoutez, un président de la République, c'est bien sûr quelqu'un qui doit assurer un certain nombre de missions régaliennes, mais qui doit porter aussi une espérance, une vision, et tracer l'avenir, notamment, je pense, pour les jeunes, et aussi la question de la solidarité. Une dernière question. Les extrêmes peuvent gagner en avril prochain ? Non. Non ? Non. C'est qui les extrêmes, pour vous ? L'extrême gauche et l'extrême droite. Et à l'extrême droite, c'est qui ? Écoutez, j'ai déjà dit 2 fois... non, mais parce que c'est pas très clair chez tout le monde. Chez moi, c'est très clair. Madame Le Pen et Monsieur Zemmour se situent à l'extrême droite. Les seuls qui peuvent offrir une alternative démocratique, c'est la droite. Il faut qu'elle soit présente au 2e tour, et ensuite les Français choisiront. Vraiment, dernière question, ça ne vous frappe pas qu'Éric Ciotti ait pu dire qu'il pourrait voter pour Zemmour ? Vous venez de dire que c'était un candidat extrême qui ne pouvait pas gagner. Et ça ne vous frappe pas quand même ? Vous n'y trouvez rien à redire ? Si, ça fait partie de nos différences. Nous sommes une famille qui est allant des gaullistes sociaux aux souverainistes, et nous avons là une différence, mais ça ne nous empêche pas d'imaginer l'avenir ensemble et de le construire. Merci Gérard Larcher d'avoir été ce matin sur LCI.